nous interrompt pour que nous puissions reprendre les travaux de cette dernière demi-journée de notre colloque. Je suis Geneviève Sicotte, donc de l'Université Concordia, et je vais avoir le plaisir de vous présenter les participants de cet après-midi. Séance devant l'idiot, donc. Pascal Michelucci, qui est notre premier intervenant, je vous le présente. Il enseigne en lettres modernes au département d'études françaises de l'Université de Toronto et au département d'études langagières de l'Université de Toronto-Mississauga. Il est aussi affilié au département de culture, communication et technologie de l'information, où il enseigne la théorie de la communication et la sémiologie. Pascal Michelucci est cofondateur et rédacteur depuis 1995 de la revue en ligne Applied Semiotics, sémiotique appliquée, et membre du groupe de recherche et d'études sur la littérature française d'aujourd'hui, autrement appelé le GRELFA, au département d'études françaises de l'Université de Toronto. Il a publié une monographie, oui, sur Paul Valéry, la métaphore dans l'œuvre de Paul Valéry en 2003, et plusieurs articles sur Lamartine, Rimbaud, Laforgue, Claudel, Valéry, Guilvic, Mérimée, Pierre de Mandiargue, Duras, Ernaud, Chevillard et Geoffrey. Et c'est dans le 20e siècle, dans le 21e même, qu'il nous emmène aujourd'hui avec l'idiot devant la science sur le schéma de la quête et ses adjuvants. Bien, merci beaucoup de cette présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc moi je vais vous parler d'un corpus dont je ne pense pas qu'on ait parlé à ce colloque jusque-là. Le 21e siècle, je ne suis pas spécialiste des idiots en particulier, mais j'ai trouvé l'appel de communication très bien posé et il m'a accroché, donc j'ai voulu un petit peu me coltiner au sujet. Ce matin, on m'a fourni ma transition en mentionnant Nicolas de Cuse sur la coincidentia oppositorum, mais c'est pas de la coïncidence des opposés dont je vais vous parler. C'est d'un autre aspect de la connaissance, celle qui est la connaissance de Dieu. Et donc, on a publié très récemment La sagesse selon l'idiot, que je suppose que les spécialistes ici connaissent. Et l'introduction faite par Monsieur Bruyron souligne la différence entre plusieurs significations du mot idiot, d'après l'étymologie. L'étymologie grecque et l'étymologie latine nous donnent déjà deux sens différents. Et il distingue l'idiot d'abord de l'ignare ou de l'illettré, donc il ne s'agit pas d'un manque d'éducation, mais plutôt d'un manque de capacité innée de cet individu. Et l'introduction souligne aussi la différence entre l'idiot et le candide, le rustique, donc il n'y a pas une naïveté originelle chez l'idiot comme le dialogue de Decuse, la sagesse selon l'idiot, tente à le montrer. Cette introduction pose l'idiot, sa figure, comme un personnage épidermique, quelqu'un qui ne raisonne pas, qui ne cherche pas à midi à 14 heures. C'est l'homme de l'immédiateté, pour reprendre l'expression qui apparaît dans la préface. C'est celui qui préfère la parole ordinaire et le bon sens, plutôt que vis-à-vis de l'orateur, le sens commun ou celui de la démonstration en tout cas, et le savoir-faire oratoire. Ce dialogue, la sagesse selon l'idiot, donc oppose cet idiot qui s'avère être un puits de science devant cet orateur, cette espèce de sophiste, de rhéteur, qui se nourrit de bonnes paroles au lieu de penser à la bonne soupe. Je vous lis le début du dialogue, simplement au moins pour la bonne bouche. Un homme simple et pauvre aborda un orateur très riche sur le forum romain et avec un sourire malicieux lui adressa ces paroles. « À voir tes grands airs, je m'étonne. Tu t'épuises par une lecture assidue à lire d'innombrables livres que tu n'as pas encore été conduit à l'humilité. Cela vient certainement du fait que le savoir de ce monde dans lequel tu penses être plus avancé que les autres est une bouffonnerie pour Dieu, et par suite t'enfle devant, alors que le véritable savoir rend humble. J'aimerais que tu te tournes vers lui, car là est le trésor de joie. » Donc cet idiot se présente dès le départ de ce dialogue comme le détenteur d'une sagesse alternative, comme on dit en anglais, comme le possesseur d'un savoir de contrebande qui circule dans l'illégalité, et en tout cas en dehors des cercles des savants lettrés et de ceux qui sont formés à la rhétorique. Si on devait se représenter l'idiot sur une espèce d'échelle des savoirs,
il serait certainement à un bout, et à l'autre bout, on y trouverait l'intellectuel. Celui qui problématise, celui qui est capable de polémiquer, alors que l'idiot paraît être celui qui fait corps avec le réel, qui accepte les évidences. Donc voilà un petit peu quelques réflexions qui ont orienté mon travail à travers l'étude des 3 textes dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas un corpus très homogène, parce que le premier, je voulais simplement en parler, parce que c'est le texte qui m'est absolument sauté à l'esprit quand j'ai reçu l'appel de communication. C'est une nouvelle de science-fiction de Clifford Semak. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas un des grands auteurs de la période, la grande période de science-fiction américaine. La croisade de l'idiot, donc, est une nouvelle de 1954 et nous présente un idiot du village qui devient, par intervention extraterrestre, omnipotent. Donc, il parlait déjà à son chien avant, mais l'omnipotence lui permet maintenant de parler à son chien par télépathie de façon effective. Il met à contribution cette omnipotence en se vengeant des membres et des notables de sa communauté qui lui ont fait tort, le paysan qui lui doit des sous, le banquier qui se moque de lui, etc. Et on a dans cette petite nouvelle qui fait à peine une dizaine de pages, le topos du renversement du souffre-douleur qui devient bourreau du fait d'un changement de pouvoir. Cet idiot se donne pour mission, personnellement, de rendre la justice dans son village. La raison de cette conversion, donc, c'est, comme j'ai dit, c'était l'intervention d'un extraterrestre qui vient faire de l'observation anthropologique chez les humains. Et cet extraterrestre est absolument abasourdi de voir un idiot ou un homme, un humain, qui devient omnipotent et qui décide de rendre justice. Pour un extraterrestre, c'est vraiment une expérience qui tourne mal dans le contexte qu'ils espéraient contrôler ou tester scientifiquement. Au départ, l'extraterrestre avait choisi un faible d'esprit parce qu'il le pensait plus facile à dominer. Mais malheureusement, l'expérience de l'extraterrestre se retourne contre lui parce que tout idiot qu'il est, cet extraterrestre ne peut le contrôler car l'idiot est naturellement doué de bon sens, doué d'un bon sens pratique. Et donc, quelles que soient les manipulations que l'extraterrestre essaie d'opérer, l'idiot résiste à chaque fois à la manipulation. Donc, je vous lis un petit extrait, une citation de la réaction de l'extraterrestre en découvrant que le personnage qui était cru, imbécile et incapable et idiot depuis le début se révèle en fait plus futé qu'il n'y paraît. « Je suis intrigué et troublé », écrit cet extraterrestre. « Mais peut-être est-ce là une réaction toute normale quand on s'attache à un être d'une race différente. Cette espèce est perfide et amorale. Son étude revêt donc une importance capitale. Je m'étonne constamment de la facilité avec laquelle mon hôte s'est approprié la jouissance de mes talents et l'usage qu'il en fait me constate. Il croit fermement être moins intelligent que ses congénères et cela me surprend plus que je ne saurais dire. Sa façon d'agir depuis que j'ai fait sa connaissance ne justifie pas cette conviction. » Effectivement, malheureusement pour l'extraterrestre, l'idiot est naturellement bon et doué de bon sens. Donc il est une espèce d'accident philosophique sur la surface du globe où les humains sont naturellement perfides et pervers. Cet idiot, doué de ce pouvoir d'omnipotence, décide d'apporter le bien après avoir nettoyé le village de toutes ces nuisances. Il n'y a plus d'arnaque entre voisins, il n'y a plus de coucherie avec l'épouse du meilleur ami, ce qui, quand même, dans un village américain, est vraiment inouï. La conclusion et la chute de la nouvelle sont extrêmement surprenantes parce que cet idiot décide de partir en croisade, d'où le titre de la nouvelle éponyme et du volume qui reçoit ce titre. À la fin de la nouvelle, je vous lis simplement la dernière phrase, « Mais ça suffit pour me mener jusqu'à l'ONU ». Donc on imagine une fin ouverte où l'idiot en question va devenir peut-être président des États-Unis ou même grand secrétaire des Nations Unies.
Ce que cette petite nouvelle, obscure et apparemment pas très profonde non plus, me donne, c'est la structure d'un récit archétypal quand les idiots sont mentionnés. On y trouve d'abord l'idiot avec la voix intérieure ou le daimon qui le guide. Il me semble que c'est assez souvent présent quand les figures d'idiots sont manifestées en littérature. Et ce daimon peut être parfois aussi la figure du mentor, qui est la personne qui va éduquer l'idiot, ici en l'occurrence un extraterrestre qui fait partie de sa psyché. Deuxième élément de cette structure archétypale, c'est l'existence autour de l'idiot d'une communauté. Une communauté qui va se retrouver réformée, remise en cause par l'idiot, par sa manière de faire, et par sa prétendue naïveté originelle qui va s'avérer en fait être une subtilité pour remettre la communauté sur les rails. Le troisième élément de cet archétype de l'idiot, c'est cet effet de surprise, ce décalage constant, décalage cognitif pour le lecteur, mais aussi décalage dans l'univers des personnages, dans leurs interactions, dans le monde représenté. Le texte qui met en scène un idiot fait constamment jouer notre position de connaissant et la position de connaissant des personnages qui l'entourent. Donc il me semble que dans cette nouvelle, malgré sa dimension très limitée, simplement une dizaine de pages, il me semble qu'il y a ici une mise en exergue de ces trois caractéristiques qui me semblent se retrouver dans à peu près tous les histoires d'idiots que je suis capable de me remémorer. C'est muni de cette notion, disons, d'une structure archétypale, donc d'un idiot qui est agi de l'intérieur par une espèce de démon, par une espèce de passion qu'il a internalisée ou adoptée, celle d'une communauté qui est le monde contre lequel il lutte ou dans lequel il lutte, et cet effet de tension permanente entre ignorance et connaissance, donc qui est toujours maintenu dans les histoires mettant en scène les idiots, que je suis parti dans deux ouvrages de publication récente de l'extrême contemporain. Donc, le premier, c'est un roman de Vincent Aigrix. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité de l'extrême contemporain français de France. C'est un nom qui revient, il en est à son 4e roman, et il écrit toujours des romans sur des communautés d'auteurs ou des communautés d'écrivains. C'est un roman qui est souvent fortement satirique ou qu'on a qualifié parfois de nihiliste. Ce deuxième roman, Le village des idiots, de Vincent Aigrix, met en scène un asocial, un raté, Bernard Schopfer, qui se prend par lubie d'une passion pour la littérature et qui décide de se vouer aux lettres. La situation est pour le moins paradoxale parce que ce Bernard Schopfer ne sait pas bien lire, il lit les textes sur le mode tout à fait projectif. Par exemple, en se promenant dans Plutarque, il se prend pour les personnages et il se met à jouer les personnages dans le parc des Tuileries. Et d'un seul coup, il s'éveille à une vocation différente. Il veut lui-même devenir artiste, devenir écrivain, nommément. Évidemment, il n'en a pas les capacités. Il est déjà sans emploi, il est sans éducation. Donc, la vocation littéraire d'écrire un roman ou d'écrire des poèmes ou du théâtre n'est pas une option ouverte pour lui. Donc, il se rabat sur la photographie. Donc, forcément, il fait quand même quelque chose qui a à voir avec une vocation. Je vous lis un petit peu la découverte de sa vocation, donc qui est vous devinerez. Au matin du 7e jour, ses maux de tête disparurent. Il se secoua dans ses draps trempés, sa cervelle baignée dans une étrange sérénité. Son esprit le picotait. Il massa sa cervelle sous son crâne. Il était très hagard. Il confia à la forêt qu'il venait de découvrir le moyen d'atteindre à sa réalisation littéraire. Il expliqua aux sapins et aux bouleaux qu'il avait conçu le projet de s'adjoindre des âmes dont il allait devenir le commandeur. Il cria dans l'air glacé
qu'il allait se fabriquer une cohorte d'âmes au moyen de laquelle il viendrait au bout de la réalité. Donc, c'est grâce à la photographie qu'il va atteindre ce but en allant capturer des âmes, et particulièrement des âmes d'écrivains pour se les faire siennes. Il va partir donc à la découverte des âmes par la photographie, et la première étape, c'est la découverte d'un auteur décadent qui est de passage à Paris, un auteur américain, un des postmodernes qui vit dans le Village à New York. Et cet écrivain, ayant pignon sur rue, établi, l'invite à passer 2 semaines à New York pour justement qu'il puisse prendre des photos de tous les écrivains en vogue dans la ville de New York. Bernard Schöpfer part donc à New York. Il découvre à New York la mentalité bohème qu'il ne comprend pas bien d'ailleurs, hein, il n'a pas été habitué, socialisé pour comprendre les idéaux de la littérature, et à chaque fois qu'on lui explique quelque chose, sa réaction c'est toujours « Ah bon? Tu crois? Vraiment ?» C'est une espèce de leitmotiv ici. Il faut dire que Bernard Schöpfer c'est un idiot parce qu'il est un petit peu obtus, hein, il ne comprend pas qu'on puisse aller chercher plus loin que ce qui est là. Faire de la littérature, pour lui, c'est un mode d'existence, un mode de projection, de mode de vie. Comme ça, on vit comme les personnages, comme les êtres de papier qui sont présentés dans les textes. Il ne comprend même pas que l'invitation de l'écrivain, donc Bryce Prutzen, qui l'invite, est tout à fait intéressé. Par exemple, je vous livre un petit dialogue entre eux, l'un des premiers dialogues. « Tu ne comprends pas, fit Prutzen. J'aime les vrais hommes. Tu n'aimes pas les PD? Tous les vrais hommes sont des PD. Tu crois? Oui, toi aussi tu es PD. Tout le monde est PD. Les rues sont PD, les voitures sont PD, les chiens sont PD. Oh, je ne savais pas. » Ça vous donne un petit peu le ton du roman et la réaction toujours un petit peu ébahie du personnage principal devant les propositions les plus outrées à chaque fois. À New York, Bernard Schöpfer découvre une caricature du milieu littéraire. Tout le monde, tous les écrivains qu'il rencontre sont asociaux, alcooliques, drogués, dégénérés. On a un nain, un asocial, un paranoïaque. Donc il fait cette galerie de portraits de tous ces écrivains new-yorkais qui sont vraiment tous situés en marge de la société, bien évidemment. Au bout de quelques jours à New York, Bernard Schöpfer se pose la question: était-ce donc cela de la littérature? Il décide, en fait, deuxième décision volontaire qu'il prend après avoir décidé d'entrer dans une carrière littéraire, il décide d'embrasser la vie artiste. Donc il décide de se livrer à tout ce que la vie artiste a à offrir, c'est-à-dire les travestis, les filles, la bière, etc. Il ne s'aperçoit même pas que finalement il n'est pas devenu artiste, il n'est que photographe. Donc, en fait, il baigne dans l'alcool et le sexe, ce dont il commence à s'apercevoir en remarquant les similarités qu'il a avec son maître à penser qu'il a invité, qui lui aussi vit dans le stupre et l'alcool. Donc il y a une espèce de convergence de cet idiot qui fait la découverte, d'abord étonné des manières de faire et de vivre dans le milieu bohème new-yorkais, et puis en fait on s'aperçoit que c'est comme ça qu'on fait pour être auteur. Cette aventure de Bernard Schöpfer qui finit assassiné sous un pont par un des nains, il y en a deux en fait. Bon, passons. Illustre vraiment le dernier degré du ratage initiatique, pour reprendre une expression dans l'appel du programme. Il se fixe naïvement les ambitions les plus hautes et il tombe dans la déchéance la plus basse. Il est complètement aveugle à la nullité des écrivains qui l'entourent et il essaie pourtant de les imiter. Il les imite tellement bien qu'il arrive lui-même à avoir un petit peu le même style de vie qu'eux. Donc ce roman nous montre un petit peu le décalage entre l'homme moyen sensuel
et l'intellectuel, l'artiste, le créateur, et nous le montre sous l'angle, disons, d'une socialité ou d'une sociabilité plus ou moins questionnable. Bernard Schöpfer reste en dehors des ambitions et de la reconnaissance légitime du véritable écrivain, même s'il fait partie, même s'il arrive à s'intégrer à la communauté new-yorkaise. Le roman de Vincent Aigrix fait constamment jouer cette tension entre l'aspiration d'un idiot et un homme qui n'a pas sa place dans une société à laquelle il aspire d'entrer. Évidemment, c'est un roman, comme vous avez peut-être saisi, qui joue beaucoup sur l'humour noir, qui fait un petit peu une satire des mœurs littéraires. On pourrait presque peut-être penser à transposer ça de New York à Saint-Germain-des-Prés à une certaine époque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce ratage initiatique est vraiment essentiel dans ce roman sur la vocation dans le contemporain. Mon deuxième exemple, c'est L'idiot de la Sorbonne de Frédéric Pagès. Donc, vous connaissez peut-être Frédéric Pagès parce qu'il est journaliste au Canard enchaîné. C'est lui qui est l'auteur de la chronique de Carla Bruni. Donc peut-être vous connaissez, si vous lisez Le Canard enchaîné. Plus récemment, il y a quelques mois, le colloque est intervenu de chaque côté de cet événement. Il a été épinglé par les médias qui l'ont reconnu comme Jean-Baptiste Botul, quand le philosophe Bernard-Henri Lévy a encensé dans un de ses ouvrages, un ouvrage de ce monsieur Botul, La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Et donc c'est monsieur Pagès qui est derrière toutes ces choses-là. Et je vous fais circuler sa page de Facebook si vous voulez jeter un coup d'œil. Merci. Le roman L'idiot de la Sorbonne, donc, c'est un roman qui essaie de montrer la thèse selon laquelle le génie est le cousin de l'idiotie. Donc il y en a cette association entre le daimon génial et l'idiot qui serait normalement irrécupérable. Le personnage, comme dans le roman d'Aigrix, c'est aussi un raté, Max Decool. C'est un philosophe qui a fait ses études et qui a échoué à l'agrégation, donc forcément c'est un raté. Et il a raté de manière spectaculaire parce que le jour de l'oral d'agrégation, il devait disserter devant le jury sur le sujet du silence et il est devenu aphone. Donc il aurait dû peut-être avoir 20 sur 20, je ne sais pas. Bon. En désespoir de cause, Max Decool renonce à la philosophie parce qu'il préfère le bon sens du chauffeur de taxi qu'il va devenir. Et il se dit que quand on est chauffeur de taxi, au moins on peut vivre la vie au jour le jour sans penser à des jurys d'agrégation qui vont mettre votre vie en jachère. Par un heureux hasard, le maître à penser de Max Decool revient au début du roman, donc Oskar von Balthasar, professeur de philosophie anciennement exerçant à la Sorbonne, qui revient après une disparition de 10 ans. Monsieur von Balthasar avait soudainement claqué la porte lors d'un cours magistral alors qu'il allait révéler le sens du sublime chez Kant. Et donc du jour au lendemain, il a disparu et il n'est plus jamais revenu. Le but du retour d'Oskar von Balthasar est de reprendre la Sorbonne aux bigleux et aux chauves, c'est-à-dire Sartre et Foucault, en gros, nous dit-on, et de remettre la Sorbonne entre les mains de tous ceux qui sont les vrais philosophes, c'est-à-dire ceux qui la pratiquent, ceux qui l'aiment et ceux qui vivent en fonction de la philosophie et tout ce qui constitue ce qu'on appelle le Lumpen Mandarina dans le roman. Le but d'Oskar von Balthasar, de sa quête, donc c'est lui l'idiot autant que Max Decool. Lui, il est en fait l'idiot de la Sorbonne parce son maître à penser à lui, c'était le personnage l'idiot de la Sorbonne dont il a pris la succession comme professeur à la chaire de philosophie de son département. Le but de cette quête, c'est de remettre le goût de penser et le démon de la conversation dans la culture française qu'il a perdu de vue.
quand le boulevard Saint-Michel est remplacé et envahi par les boutiques de vêtements et que les libraires doivent fermer leurs portes, Monsieur von Balthasar a trouvé sa mission toute prête. Le roman se joue à partir de là comme une expédition dans toutes les villes allemandes rattachées aux grands philosophes, c'est-à-dire Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, et évidemment, le dernier arrêt, vous pouvez imaginer que ça va être Kant. Le but de la démonstration est d'abord de montrer que la philosophie n'est pas ce qu'on croit. Il faut que la philosophie soit une entreprise de bon sens et pas simplement un discours de sophiste, donc où on reconnaît des vieilles thèses qui depuis Platon hantent la pratique de la philosophie. Il tombe par exemple au départ sur un de ces philosophes fumeux, vaseux et rhéteurs, qui lui dit « Heidegger a lu Nietzsche, qui commente Schopenhauer, qui conteste Kant, qui réfute Aristote, qui critique Héraclite. Il faut formuler... » Balthasar lui répond « Vous qui êtes philosophe, c'est votre métier de formuler du sens pour tous les cerveaux frappés de non-sens. » Et il finit par répondre à ce philosophe vaseux « Écoute-moi bien, Heidegger était un con. » Donc il traverse les villes allemandes, muni de ce gros bon sens et en même temps de ce bagage philosophique que Ascor von Balthasar a assimilé de façon bien différente que les Sorbonnards qu'on retrouverait chez Rabelais. Et à chaque étape de ce périple allemand, de ce périple philosophique, des thèses fumeuses sur la sagesse de l'idiotie, sur la noblesse de la vision idiote du monde sont égrenées. Par exemple, von Balthasar explique l'intelligence du con. Alors, je vous donne... Mais pourquoi les gens instruits, les philosophes, par exemple, n'ont-ils jamais pris le temps d'éclaircir le mystère du con et de distinguer les notions d'idiot, de crétin, d'imbécile, de gogol et tant d'autres indispensables à la vie quotidienne? Nous sommes ignorants, mais nous avons l'intelligence du con. Deuxième thèse, par exemple, sur Nietzsche, qui a fini sénile. Donc, une autre visite, donc, on est dans la ville de Nietzsche. Et le philosophe von Balthasar explique « Nietzsche est l'idiot que je préfère. Pauvre Fritz, finir au fond d'un fauteuil, ne plus reconnaître personne, compter et recompter de la petite monnaie. Il a dit tout ce qu'il avait à dire, puis il est devenu idiot à plein temps. Idiot perpétuel à 50 ans, un type si brillant, professeur d'université à 25. Mais quel imprudent aussi, se prendre pour un prophète quand Dieu est mort. Annoncer Zarathustra, le surhomme, et finir en sous-homme. » La conversation roule aussi sur la nécessité des échanges simples avec les gens du commun, les gens du peu. Si vous voulez dialoguer intelligemment, il faut d'abord partager la même idiotie et le même fond crétin que nos concitoyens, congénères, contemporains, voisins, parents et alliés. Il faut que nous soyons tous crétino-compatibles. Donc je vous épargne la liste parce que chaque chapitre justement est organisé autour de cette notion de l'intelligence de l'idiot, de la sagesse de l'idiot, qui embrasse la réalité sans aller créer des faux problèmes de vie et de conscience. Pour tout à l'heure, on parlait de l'interprétation du rôle, de la position, de la posture du lecteur, et je pense que pour penser l'impertinence et l'appréciation de l'idiot et de sa valeur pour nous, je pense qu'il faut y raisonner un petit peu en termes de communication. Bien souvent, dans les deux romans que je vous ai montrés, la communication de l'idiot ou avec l'idiot met à mal les principes de base de la coopération traditionnelle qui gouvernent notre échange. Alors pour reprendre les maximes de Grice, qui ont été publiées en 1975, je crois dans la revue Communication, traduite quelques années plus tard, il y a des maximes qui gouvernent les échanges et les idiots malheureusement ne s'y plient pas bien. Par exemple, la maxime de quantité. La communication de l'idiot contient souvent moins ou plus d'informations qu'il n'est requis.
Il dépasse le temps imparti, par exemple. Il se livre à de la tautologie. Il nous donne des évidences, des lapalissades. Il nous dit aussi, de façon très impudique, des détails qu'on n'a pas besoin de savoir. Too much information, comme on dit en anglais. Il viole aussi allègrement la maxime de qualité, car il affirme bien souvent ce qui nous paraît faux, inexact, étrange, sans preuve possible ou futile. Il met à mal la maxime de relation ou de pertinence, quand, soit dans le monde représenté, soit pour nous, quand nous lisons ses propos, il parle hors propos, hors sujet, ou d'autres choses en pratiquant le coq à l'âne. Et enfin, l'idiot, il me semble, dans sa communication, est impertinent dans sa manière de communiquer. Sa communication n'est pas toujours claire, pas trop ordonnée, un petit peu comme la mienne, trop prolixe ou peut-être, comme vous la trouvez, trop lapidaire. Donc, je vous remercie.